On voit des araignées, des vers de terre, des limaces, des escargots. On voit des grenouilles vu qu'il y a une mare. Je trouve que c'est chouette parce qu'on s'amuse et on fait plein de choses et on apprend des choses différentes qu'à l'école. On a lu une histoire et on a fait des BD. On dirait pas du tout, mais c'est juste l'école d'or et on apprend plein de trucs sur la nature, mais en même temps on s'amuse beaucoup. C'est quoi l'école du dehors? Bienvenue dans l'heure de fourche, le podcast animé par le secrétariat général de l'enseignement catholique. Si vous êtes acteur de l'enseignement et à la recherche de témoignages inspirants, de conseils, d'outils et d'actualités, vous êtes au bon endroit. Installez-vous confortablement et préparez-vous à être inspiré par l'heure de fourche. Bonjour à toutes, bonjour à tous. Aujourd'hui, dans l'heure de fourche, on va parler de l'école du dehors. Un concept pédagogique et éducatif qui a le vent en poupe depuis quelques années maintenant et qui propose aux élèves de renouer avec la nature au sens large en allant faire classe dehors. Mais comment mettre en place un tel projet, faire en sorte qu'il ait réellement du sens pour les élèves et en termes d'apprentissage? Quels en sont les bienfaits, les limites et ou les conditions éventuelles pour se lancer? Avec ma collègue Victoria, c'est à toutes ces questions qu'on va tenter d'apporter une réponse dans cet épisode de l'heure de fourche. Salut Victoria. Salut Gérald. Et pour parler de l'école du dehors, on a fait le choix de s'intéresser à un projet mené au sein de la petite école de Jantine, à Chastres, où depuis quelques années, il y a une petite oasis verte qui s'est déployée sur une prairie qui est située en face de l'école. Et pour nous détailler ce projet, on accueille Geoffrey Poulain, qui a en charge l'école du dehors pour l'ensemble des élèves de la première maternelle à la 6e primaire, et Eric Verboed, le directeur. Bonjour à vous deux. Bonjour. Alors, commençons cette petite discussion. Je me dis, on va planter le décor, on va un petit peu voir ce qui se trouve dans cette oasis verte, comme on l'a dit. Qu'est-ce qu'on peut y retrouver finalement en termes d'apprentissage pour les élèves? Qu'est-ce qu'il y a sur cette prairie, sur ce terrain? Mais c'est un lieu où on est vraiment parti d'une prairie, parti de rien, une prairie où il y avait quelques vaches dedans. Et maintenant, c'est un endroit où on y cultive. Il y a 11 zones de culture en permaculture. Il y a une serre et il y a des jeux, parce qu'il y a un terrain de foot, il y a des endroits pour y courir, mais il y a aussi des arbres fruitiers, une haie, une mare, une classe sur pilotis. Donc voilà, c'est l'ensemble de choses, mais qui mêlent à la fois l'éducatif et le ludique. Les deux ne sont pas séparés. Bon, on se doute ici, en entendant tout ça, que finalement ce projet ne date pas d'hier, il y a déjà quelques années derrière. Quand est-ce qu'il a commencé? Comment est-ce que cette idée a germé? Mais il a commencé en 2019 dans la tête de mon ancien directeur, Dimitri Criquillon, qui était un passionné de nature, qui est toujours un passionné de nature, et qui a voulu répondre à un appel à projet qui était lancé par Ose le Vert. Et cet appel à projet a lancé dans sa tête le fait de pouvoir aménager une prairie qui était juste en face de l'école. Et donc, à partir de là, il y a des parents, un groupe qui s'est mis ensemble, qui contient des parents et des enseignants. Et donc, pour pouvoir construire ensemble, rêver ensemble comment aménager cette prairie. Oui, c'est ça, construire ensemble. Alors, il y a les élèves, forcément. Il y a vous, il y a toi. Ouais. En plus, on l'a dit, on se tutoie. Ouais. Donc, il y a toi, il y a aussi les parents, il y a des voisins. C'est vraiment un projet global, quoi. Oui, c'est vraiment... On ne peut pas construire, parce que je n'ai pas envie de parler au passé de la construction de ce projet, parce que pour moi, c'est un projet qui va toujours continuer à se construire. Je n'ai pas envie qu'on dise à un moment, voilà, le projet a abouti. Donc, c'est un projet qui bouge sans arrêt. Et si on a envie que ce projet puisse grandir et être vraiment en lien avec le milieu, mais aussi en lien avec toute la population scolaire, eh bien, pour ça, il faut que tout le monde soit partie prenante. Et donc, ça veut dire qu'il faut avoir les enseignants, il faut avoir la direction, il faut avoir les parents, et il faut avoir les personnes du village aussi, qui sont quand même un regard exceptionnel sur le projet, j'ai envie de dire 24 heures sur 24. Oui, c'est ça finalement, et c'est tout le monde qui vient enrichir le projet. C'est pas juste l'école qui a développé sa petite prairie, entre guillemets, c'est vraiment bien plus que ça. Oui, chacun apporte ce qu'il peut
ce qu'il peut apporter. Donc c'est vrai qu'on a eu des parents qui sont mis à être là pour creuser pour la mare, mais on a à un moment, je remarque au bord de la prairie, il y a quelqu'un qui est venu nous déposer des semences ou des semis, un grand-père du village qui dit vous pouvez passer fin de journée à la maison parce que j'ai quand même beaucoup trop de plants de tomates. Et donc je me retrouve à débarquer dans une maison fin de journée de quelqu'un qui n'a aucun lien à part être un voisin proche de la prairie. Alors bon, là on s'écarte un peu du sujet, mais est-ce que ça change pas un peu la relation avec les parents, justement, avec l'entourage de l'école? On entend souvent des appels ici pour dire il faut que les parents soient un peu plus impliqués par le projet éducatif. Est-ce que ça change pas un peu quelque chose? Peut-être que je me tourne vers les directeurs, je sais pas, mais... Ouais, ça change certainement quelque chose en termes de relation. À partir du moment où il y a un projet qui est partagé aussi bien par les enfants, les enseignants et les parents, ça crée une dynamique différente. Le côté participatif, ce groupe Ose le Vert qui s'est créé avec les enseignants et les parents font que les parents sont partie prenante. C'est en face de l'école, on la voit tous les jours, les parents la voient grandir, les parents quand ils passent voient les enfants qui y jouent aussi, donc c'est vraiment quelque chose qui appartient à la communauté scolaire de la petite école, et donc ça crée vraiment une relation particulière avec les parents. Je pense à quelque chose en termes particuliers, pour que tout le monde comprenne bien. Donc toi tu t'occupes, Geoffrey, exclusivement du projet de l'école du dehors pour toutes les classes de l'école. Oui, pour toutes les classes de l'école, donc de la classe d'accueil, les petits qui rentrent à l'école, et jusqu'aux élèves de 6e. Et donc, je les ai 2 périodes, donc 2 fois 50 minutes chaque semaine. Donc, et pendant ces 2 périodes de 50 minutes, soit je sors avec la classe en entier, avec l'instituteur, soit ou l'institutrice, soit je vais sortir avec une demi-classe. Et donc voilà, on essaye de rejoindre les besoins aussi de la classe en termes d'autres apprentissages et d'organisation pour que ça soit un projet qui soit vraiment intégré dans la vie de l'école. Oui, c'est ça, il y a beaucoup de liens qui sont finalement avec les enseignants en général pour... je ne sais plus, je n'ai pas vraiment d'exemple en tête, mais se dire, tiens, on a observé une coccinelle aujourd'hui, regarder en classe par après, peut-être les insectes ou autre chose, je ne sais pas. Oui, mais il peut y avoir soit des demandes des professeurs avant, dire, voilà, j'aimerais bien aborder ça, j'aimerais bien qu'il y ait des mesures qui soient faites parce que c'est quelque chose que j'ai envie d'aborder dans la classe, ou alors ce sont des suites, ça veut dire qu'on s'est imprégné du dehors au niveau des 5 sens, et qu'est-ce qui va être prolongé en classe par la suite. Donc c'est vraiment, j'ai envie de dire, sortir des murs, être en dehors des murs pour mieux y rentrer à nouveau après. C'est beau, c'est une belle métaphore. Ça contribue finalement à parfois ouvrir l'école au sens large à ce qui l'entoure finalement. Parler d'ancrer l'école dans ce qui l'entoure, dans son environnement, ça y contribue largement. Oui. Et est-ce que tu as des exemples à donner voilà, maintenant, si on fait classe dehors, qu'est-ce qu'on va faire Alors, c'est un moment la semaine dernière qu'on a vécu qui était assez incroyable, parce que dans nos buttes potagères, donc chaque classe a une butte potagère qu'il reçoit quand il est en 3e maternelle, et il va garder ce même espace potager jusqu'à sa 6e primaire. Ça veut dire que fin de l'année scolaire pour les 6e primaires, eh bien, ils donnent, ils donnent leur butte potagère. Donc, il y a une symbolique aussi. Regardez ce qu'on a semé, et c'est vous qui allez en faire la récolte. Et justement, par rapport à ça, on vient de terminer nos dernières récoltes de courgettes, potimarrons, potirons. Et tout ça va être... demain, on va faire une grande soupe, justement, pour le dernier jour là, d'octobre, avant ce congé. Et on vient de remettre nos buttes potagères à nu. Alors, pour ne pas les laisser à nu, eh bien, on a semé du seigle avec... que l'on considère comme un engrais vert, donc pour ne pas laisser le sol à nu. Et alors, c'était assez incroyable parce que la semaine dernière, on a vécu une célébration qui est notre célébration de rentrée avec les 200 enfants de l'école. Et on avait travaillé sur la parabole du semeur. Et donc, à la suite de la célébration, on est revenu à pied de l'église. Les enfants ont chacun reçu quelques graines de blé qui avaient été récoltées l'année avant.
Donc c'est pas du blé qui vient de nulle part, c'est du blé qui a été récolté l'année avant dans nos buttes potagères. Et ils ont tous fait les semis en même temps de cet engrais vert. Et il y avait un côté qui était vraiment exceptionnel, parce que d'habitude, quand je suis présent dans la prairie, je suis présent avec une seule classe. Et là, en un coup, moi, j'avais plus rien à faire. Je regardais et je voyais les 200 enfants et les professeurs qui étaient occupés de faire ce geste de semer, qui est un geste quand même les plus beaux. Et donc voilà, là, il y a eu un petit arrêt sur image que j'ai partagé avec Eric à ce moment-là, en me disant, mais là, pour moi, il y a quelque chose qui allie à la fois une activité, cette célébration qui avait été préparée en classe, et à la fois un lien avec un geste lié à l'école du dehors, de dire, mais voilà, on ne laisse pas un terrain nu en automne et en hiver. Et donc voilà, donc il y avait quelque chose d'un peu, un lien, une symbolique, et donc voilà. Et une autre aussi, on en parlait. J'allais dire, il y a plein d'anecdotes. Oui, il y en a plusieurs. Mais il y a 2 semaines, on était occupé pour vous montrer aussi l'inattendu, on était occupé de faire une activité avec les 2e maternelles, la classe de Mme Cécile. Et voilà qu'à un moment, il y a un enfant qui dit, mais il y a un pigeon qui est là. Et donc, il y a un pigeon qui était un pigeon qui n'avait vraiment pas envie de partir, qui avait vraiment envie de se poser dans la prairie, et qui n'avait pas peur du tout, mais qui paraissait assez épuisé. Et donc, on a vu qu'il avait une bague, et donc l'institutrice de 2e maternelle a dit, on va devoir un peu s'en occuper. Donc, on lui a donné à manger et à boire, et l'institutrice de 2e maternelle, de son côté, a pris les références de la bague, a été sur Internet, et a réussi à retrouver son propriétaire. Et le propriétaire lui a clairement annoncé que le pigeon qu'on avait trouvé avait une valeur à ses yeux, mais aussi une valeur financière assez importante. Et donc a dit, vous me faites vraiment plaisir de l'avoir retrouvé, parce qu'il n'aurait jamais pu revenir à la maison. Et donc, pour vous remercier, je vais venir dans votre école et je vais faire une petite animation avec les 2e maternelles sur ma passion. Et donc, la semaine dernière, on a eu Philippe qui est venu nous faire partager sa passion. Et donc, je me dis, ça, c'est aussi ça en école du dehors, c'est accueillir, on en parlait avec Eric, mais c'est accueillir cet inattendu. On a prévu quelque chose, et puis à un moment, il y a quelque chose qui nous arrive. Alors, soit on peut le prendre en photo, soit on peut prélever quelque chose et dire on en parlera après, mais aussi pouvoir se dire on s'arrête. Voilà, Philippe nous a présenté sa passion, c'était assez exceptionnel avec des 2e maternelles, mais donc voilà, c'était une belle histoire. Est-ce que c'est pas ça finalement aussi, l'école du dehors en général, il y a une partie préparation, on va pas dire qu'il y a rien de préparé, loin de là, on n'est pas là pour dire ça, mais est-ce qu'il faut pas aussi peut-être davantage être capable de rebondir un peu sur ces espaces, sur ce qu'on trouve, sur ce qu'on voit, sur ce que peut-être les enfants se disent, tiens, il y a ça là-bas, est-ce qu'on embranche comme ça, enfin on embraye comme ça ou... Oui, je vais presque dire soit au moment même, soit par la suite, parce que les enfants ont des yeux que malheureusement nous n'avons plus. Ils posent un regard neuf sur les choses, et donc ça veut dire que quelquefois ils filent dans la prairie, ils vont faire un moment, au début d'une activité, il y a souvent un moment de temps libre, et pendant ce moment-là, ils reviennent avec des tas d'informations, et donc souvent, c'est ces informations qui vont permettre d'enrichir ce que l'on va pouvoir voir par la suite. Mais je vais presque dire que oui, on prépare les choses sont pensées, mais c'est toujours en tout cas nous dans la prairie, c'est toujours le vivant qui va, c'est une source inépuisable de sujets. Et donc, encore juste avant de venir, j'ai fait un petit tour dans la prairie, et c'est pas compliqué. On fait un petit tour, mais ce n'est jamais arrivé que je fasse un tour de ce milieu et que je me dise, il y a rien à voir, rien à observer. Et donc, je trouve important de ne pas mentir avec ce milieu, et de ne pas faire une activité. Je fais une activité nature, mais elle a rien à voir avec la saison et le moment. Mais non, ici et maintenant, qu'est-ce qui doit être appris? Et c'est pas simplement au niveau scientifique aussi. C'est bien sûr au niveau maths, français, artistique, qu'il y a toujours quelque chose à faire tant qu'on est en lien avec le milieu vivant ici et maintenant. Je trouve ça super en tout cas de
voilà, d'avoir ces classes et de prendre justement le temps d'observer, d'être dehors. Et surtout que le vert apporte énormément de bienfaits au niveau du bien-être, la santé. Donc, je trouve ça vraiment super chouette. Ouais. Moi, je me pose une question. Tantôt, tu as dit qu'il y avait une cour de récré, enfin un terrain de foot, en fait, finalement, dans cet espace. Comment est-ce que ça se délimite ou est-ce que ça s'est fait naturellement? Est-ce que, voilà, on sait parfois que le ballon, qui peut aller directement dans les... Oui. Voilà, on connaît tous, hein, mais comment ça se passe? Ce qui est intéressant, c'est que dans la cour de récréation qui entoure l'école, on a les zones de cours, jeux dynamiques, espace foot, jeux calmes, qui sont clairement définis. Et on s'est rendu compte que quand on a aménagé cette prairie, on n'a pas du tout pensé les zones. Et assez incroyablement, quand les enfants sont rendus dans la prairie, on s'est rendu compte que très vite, ils ont dit « Bon, on est d'accord pour le foot. Ça se fait sur un terrain. On est d'accord. Mais à quel endroit ils vont pouvoir faire les jeux dynamiques? À quel endroit ils vont pouvoir se poser et avoir un espace calme ?» Ils se sont appropriés cette prairie très naturellement, sans qu'il y ait vraiment de règles qui étaient mises en place. Et on voulait mêler le ludique et le pédagogique parce que je me rends trop compte que quand, quelquefois, je vois des installations qui ont été faites au niveau d'école du dehors, dans des écoles, où c'est un endroit qui est dans le fond de la cour, avec une clôture, et ils vont y aller au moment où ils font d'école du dehors. Et ce qui se passe, c'est que ces milieux naturels se referment bien souvent. Et donc, nous, il faut savoir que juste derrière le goal du terrain de foot, il y a par exemple la butte potagère des 5e primaires, à 2 mètres derrière. Bien clairement, on a plus eu de dégâts avec une grêle qu'avec les ballons, même s'ils marquent quand même des goals. Ouais, c'est ce que je me disais. Et donc, le fait de mêler les deux vont faire par exemple que les enfants qui vont être supporters sur le côté, eh bien, à un moment, ils vont venir me dire, il va être temps de récolter les fraises. Et donc, ils vont, est-ce qu'on peut arroser? Et donc, on va avoir clairement le fait de mêler les deux. Pour nous, c'est essentiel de mêler le fait de jouer dans cet espace dédié à l'éducation, à l'environnement. Et pour moi, si les choses sont scindées, un endroit où on joue et un endroit où on est école du dehors, eh bien, on loupe ça, on rate quelque chose. Ce serait vraiment un des conseils à donner à des écoles qui voudraient se lancer, c'est d'intégrer cette zone école du dehors, ou peu importe comment ils l'appellent, oui. Mais d'intégrer vraiment ça dans la vie de l'école. Oui, et quand dans une cour de récréation, ben, on peut se dire à quel endroit on peut défaire le béton pour pouvoir avoir un espace. Eh bien pour moi c'est ça. C'est ça le nombre de mares rebouchées d'une certaine manière, pas par les personnes mais par le temps, où on me dit là avant il y avait une mare. Eh bien c'est assez récurrent. Et donc le fait de mêler les deux va permettre qu'on ait toujours un œil dessus et qu'on soit ici et maintenant dans ce milieu. Et ça permet que, voilà, des enfants, pendant une période de récréation, il y en a qui aiment jouer au foot, il y en a qui aiment courir, il y en a qui aiment faire des poiriers. Non, c'est pas le lien à l'école du dehors, qui aiment faire des poiriers. Mais il y en a qui me demandent, monsieur, qu'est-ce que je peux faire pour aider ? On a des enfants qui sont vraiment en besoin de se dire, mais moi, je ne joue pas dans une cour de récréation. J'ai envie de me mettre à arroser, à défaire des mauvaises herbes, à tailler quelque chose. Ils ont vraiment cette envie-là. Et donc, si le milieu naturel est à un autre endroit par rapport au moment de jeu, on leur dit, écoute, non, ça ne sera pas possible. Et donc voilà, nous, la cuve d'eau, elle est là. Les arrosoirs, ils sont dans la serre. Eh bien, écoute, tu peux y aller, tu vas chercher un arrosoir et tu arroses. Et donc voilà. Et donc, les choses sont mêlées, et ce qui nous permet que la prairie, c'est vraiment la leur maintenant. Et à partir du moment où elle leur appartient, eh bien, ils la respectent. Donc, quand ils jouent au foot, eh bien, ils vont aussi respecter ça. Là, moi, je me tourne vers notre directeur. Quand j'entends ça, on se dit, les élèves, finalement, sont convaincus par le projet. Est-ce que c'est un projet de l'école du dehors, et même projet sûrement de l'école en général,
Est-ce que c'est courant, ça, d'avoir même des élèves qui, parfois, sur le temps de midi, vont dire je vais prendre mon temps pour aller regarder un peu ce qui pousse, ou de continuer un projet qui a été lancé pendant les cours, de le prolonger pendant la récré? Alors, est-ce que c'est courant? Je ne sais pas, parce que je n'ai pas d'expérience d'école du dehors dans une autre école, en tout cas dans ma précédente école. Mais je crois qu'à partir du moment où le projet appartient à l'ensemble, où il est vécu à tout moment, Geoffrey parlait de moments de récréation, donc la prairie, quand elle est utilisable en fonction des conditions climatiques, puisque les enfants viennent avec des bottes à un certain moment de la journée pour pouvoir aller dans la prairie ou dans le jardin, à partir du moment où c'est partagé, où ils y vivent des activités qui sont d'apprentissage et des activités ludiques, ça leur appartient et ils le respectent, ils ont envie d'y vivre, ils ont envie d'y jouer. D'ailleurs, on a des conseils d'école où les délégués de classe me rencontrent une fois par mois. Et le dernier conseil d'école, il y a des enfants de 3e maternelle qui voudraient bien un peu plus d'arbres dans la prairie ou dans le jardin, ou un peu plus de fleurs. Et donc, ça veut dire qu'ils ne se contentent pas d'utiliser l'espace pour y jouer, pour y apprendre, mais ils se disent, c'est mon espace, et dans mon espace, je trouve que ce serait bien qu'il y ait un arbre en plus. Donc, je crois que ça leur appartient. Maintenant, ça doit être comme ça, à mon avis, pour d'autres projets qui peuvent vivre dans des écoles. À partir du moment où c'est partagé, ça vit avec tout le monde, quoi. Est-ce que vous avez déjà eu des élèves qui sont finalement qui ont vécu ce projet, qui sont sortis de l'école et qui me disent peut-être bien, je voudrais encore revoir un peu où en est ma butte, où en est ce que j'avais planté à l'époque ou... Au niveau du rayonnement du projet, je crois qu'il y a un nombre, je le sais, il y a un nombre de jardins potagers. Il y a un nombre important de jardins potagers qui a eu l'occasion de se mettre en place dans les maisons. Il y a des élèves qui sont sortis et qui se disent travailler un petit peu en lien à l'environnement. Et là, je fais le lien avec l'école horticole de Jean Blou. Et voilà, on en a même eu un élève qui est parti l'année passée. Et c'est vrai que cet élève-là était celui qui, pendant les récréations, était là pour arroser, pour toujours donner un coup de main. Et donc, oui, rayonnement du projet, soit vers leur avenir ou vers les écoles, ou en tout cas vers leur maison et leur foyer. Maintenant, revenir à l'école primaire, revenir dans leur petite école pour voir si les choses ont poussé. Je me dis, on ne sait jamais. Mais... Je ne pense pas. Ou alors, ils ne me l'ont pas dit. Parce que c'est ouvert, donc ils pourraient s'y rendre le week-end, quoi. Autre dimension peut-être du projet, même si ce n'est pas vraiment dans le projet, tu donnes des formations dans les écoles justement sur le thème de l'école du dehors. En quoi consistent ces formations? C'est quoi? C'est de l'aide pour mener à bien un projet quand une école veut le faire, ou comment ça se passe? Oui, c'est vraiment ça, c'est se rendre dans une école pour voir quels sont leurs besoins, qu'est-ce qu'ils ont déjà pu mettre en place dans le passé, qu'est-ce qu'ils vont pouvoir aménager dans leur propre école, qui est partie prenante, et vraiment construire avec eux un projet soutenable et durable. Je donne toujours l'exemple que quand on démarre un potager, il vaut mieux commencer un potager d'1 mètre carré en prévoyant la place pour pouvoir en mettre un deuxième quand on sent que ça va être possible, mais surtout pas se lancer dans un projet énorme d'école du dehors où tout feu, tout flamme, on tient un moment et puis après on s'essouffle. Et donc, moi, j'ai dans la tête le milieu de mon école, mais l'idée, c'est pas de copier des prairies de petite école, mais de se dire quel va être votre projet. Et donc, c'est vrai que ces formations me permettent de voyager. Lundi, j'étais dans une école du centre de Charleroi, et donc où, clairement, ils ont réussi, cette école, l'école du Roton, a réussi à avoir un lien avec une association qui leur permet d'avoir accès à un jardin partagé. Et donc, j'étais super épaté de me retrouver dans une école où on a un milieu où on se dit, il est où cet espace vert? Et puis en un coup, on fait quelques minutes et puis on se retrouve dans ce jardin partagé qui est un lien aussi avec le quartier. Et donc, voilà, ça c'est un exemple, mais c'est vraiment du cas par cas de pouvoir faire rayonner ce projet, mais que ça corresponde à l'équipe éducative qui m'accueille. Oui, c'est ça, de partir finalement de leur réalité à eux, de voir à partir de là ce qu'on peut faire, oui, tout en ayant développé et en développant toujours un projet vraiment d'école du dehors oui, tout à fait. Quoi. Oui. Donc tu dirais que l'école du dehors est possible que l'on soit
en milieu urbain, en ville et à la campagne, en adoptant le projet évidemment. Oui, vraiment, il y a une autre école où dans un bout de cours de récréation, il y avait, je pense qu'avec 10 mètres carrés qui pouvaient être exploités. Et si même il n'y avait pas ces 10 mètres carrés, bien, je considère que l'école du dehors, l'école du dehors, s'il fallait donner la plus simple des définitions, c'est de sortir. Et donc, à partir du moment où on sort, si on sort avec les élèves, que les élèves se mettent en cercle dans la cour et qu'on raconte une histoire, eh bien, voilà, on est déjà dans cette école du dehors. Et donc, tous les projets sont possibles et l'école du dehors peut avoir plein de facettes différentes. Petite question, là je me retourne de nouveau vers le directeur. Elle m'était venue en tête, j'ai un peu perdu le fil, mais est-ce que c'est facile au quotidien de se dire, parce que ici c'est le cas, c'est d'avoir un enseignant qui est dédié à ce projet? Est-ce que ça, je pense, dans toutes les écoles ce serait pas possible, mais est-ce que c'est facile au quotidien? Comment ça se passe? Alors, c'est pas facile parce que c'est un choix d'équipe. D'abord c'est un projet d'école. À partir du moment où on dégage quelqu'un, un membre du personnel, pour qu'il se consacre uniquement à l'école du dehors sous le projet de notre école, ça veut dire qu'en termes d'organisation, c'est compliqué. Pourquoi? Parce que le nombre d'élèves détermine le nombre d'emplois dans une école et que, avec le pacte d'excellence, avec le contrat d'objectifs, on est quand même de plus en plus serré, guidé, orienté dans les attributions des postes, titulaires, professeur de néerlandais, professeur d'éducation physique, accompagnement personnalisé, sont les principaux cours qu'on doit donner. Et donc, il faut trouver les moyens de pouvoir avoir quelqu'un qui mène un projet. Et c'est toujours variable en fonction des écoles et des indices socio-économiques. Il ne faut pas se cacher qu'on est une école avec un indice favorisé, donc on a peu de moyens complémentaires, comme l'était mon école précédente, où on était en indice 1, donc avec en encadrement différencié, on a beaucoup plus de moyens pour mener des projets comme ça. Donc ici, dans la petite école, on a fait le choix d'accueillir plus d'enfants par classe, pour être à la limite de l'acceptable administrativement, et permettre de dégager Geoffrey, pour qu'il soit à disposition de ce projet et qu'il emmène les enfants à l'extérieur en collaboration avec les professeurs. Donc non, c'est pas simple. Et justement, Geoffrey, par rapport à ça, est-ce que dans tes formations, donc, tu donnes aussi des conseils par rapport à l'organisation en tant que telle? Il y a le projet de l'école du dehors, mais il y a l'organisation de tout ça. Quels conseils tu donnes, par exemple, à des écoles où ils ont pas forcément quelqu'un qui est dédié à ça dans leur école? Oui, mais je remarque que souvent, dans les équipes, on peut retrouver certains enseignants, ils se disent, mais moi, je me sens plus à l'aise pour pouvoir sortir. À partir du moment où on fait les choses ensemble, ça fait aussi du bien. C'est mettre deux classes ensemble et dire, oui, on va être le double d'élèves, mais on va sortir ensemble et je vais t'aider et je vais te coacher par rapport à ça. Ne pas hésiter aussi quand on va dans un milieu à faire des choses au départ toutes simples, des choses aussi qui se répètent, parce que de toute façon les choses vont toujours être différentes et les choses vont être vécues différemment par le professeur et par les élèves. Est-ce qu'on peut avoir un petit exemple de choses toutes simples et qui se répètent? C'est vrai que par exemple faire de l'observation, que ça soit ici, avec les élèves, j'ai fait de l'observation des nuages. Et à partir de l'observation des nuages, on a pu faire des créations de petits poèmes. Eh bien, il n'y a rien à faire, mais quand on est sous un arbre et on va pouvoir l'observer, ou au sol pour observer le ciel, eh bien, les choses vont toujours être différentes selon les saisons. Et donc, on a toujours l'impression qu'en tant que professeur, on doit innover. Ah, je me lance dans l'école du dehors, donc ça va me demander beaucoup d'énergie, il va y avoir beaucoup d'inconfort, et je vais devoir me relancer en fonction de mon ancienneté, à devoir recréer toujours du nouveau. Mais pas spécialement. Pas spécialement, on va pouvoir revivre des mêmes choses, et le fait de répéter ces activités, de répéter certains rituels, quel rituel je vais avoir quand je rentre dans un milieu. Voilà, je rentre dans un verger qui est, par exemple, un verger d'un grand-père du village. Il dit « Oh, vous pouvez venir dans mon verger ». Eh bien, juste avant de rentrer dans le verger, qu'est-ce qu'on va avoir comme petit rituel avant de rentrer dans ce milieu? Qu'est-ce que l'on va faire dans les premières minutes dans un premier milieu naturel? Et puis, quelle activité on va mettre en place et quel petit signal vont faire? Le moment de temps libre est terminé, maintenant on va commencer une activité. Et c'est le fait de répéter
ces petits rituels, mais qui vont faire qu'à la fin, on va pas avoir l'impression que « Ouh là là, je vais sortir avec mes 25 loulous, ils vont partir partout, et il y en a qui vont être partout, etc. » Et donc, le fait de pouvoir refaire ce chemin aussi pour aller vers le milieu naturel, si le milieu naturel n'est pas à la cour de récréation, ou comme nous, juste de l'autre côté de la route, eh bien, on va pouvoir voir... pour aller, par exemple, vers ce jardin partagé dont je vous parlais, eh bien, on a réfléchi que les professeurs lundi, eh bien, on s'arrête d'abord là, puis on s'arrête là, puis on s'arrête là, pour essayer de mettre le plus possible de sécurité, réfléchir à l'encadrement, pour qu'il y ait le moins de freins possible quand on se lance. Et si c'est une sortie par trimestre, parce qu'on considère que c'est ça pour commencer, eh bien, un projet soutenable et durable, eh bien, c'est une fois par trimestre. C'est une fois par saison, mais c'est déjà ça. Oui, pour le chemin vers l'activité, ça me fait penser à l'école que j'avais été voir à Saint-Va. Finalement, le terri était génial, mais le commençait sur le sentier qui menait, parce qu'il y a de la végétation dans tous les sens, et c'est dingue. Vous voyez déjà les enfants qui étaient tout fous, mais qui regardaient plein de choses et qui devaient faire attention à plein de choses. C'est vraiment chouette, quoi. Ouais. C'est ça, saisir l'opportunité dont on parlait tout à l'heure avec le pigeon, et aussi le fait de ne pas rattacher forcément l'école du dehors à la nature et au vert. C'est de se dire, dans l'école du dehors, on est dehors, comme disait Geoffrey, et on peut être dehors sur une place publique, on peut être dehors sur un chemin, et donc c'est saisir toutes ces intentions-là. Oui, savoir observer, savoir faire attention, retrouver peut-être les yeux d'enfant, comme tu as dit là tantôt. Tout peut finalement se prêter à être l'école du dehors. Même si après, c'est évidemment beaucoup mieux d'avoir une réflexion et une construction là-dessus. Mais est-ce qu'il y a d'autres conseils encore qu'on pourrait donner comme ça aux écoles ou est-ce qu'on a déjà fait un petit peu le tour des grands conseils? On a fait le tour de beaucoup, mais en tout cas, vraiment se fier à ne pas hésiter à se lancer, en tout cas là-dedans, même petitement. Et puis se rendre compte que même si on se dit, est-ce que le projet va être accepté par les parents? Est-ce que le projet va être accepté par les collègues, etc. Que vont penser les parents, les collègues, les autres écoles? Eh bien, il faut savoir qu'à partir du moment où le projet il est vécu pleinement avec les enfants, c'est les enfants qui vont faire le boulot par la suite et qui vont expliquer à la maison ce qui a été fait. Et petit à petit, les parents vont se dire « Ah, mais tiens, tu as vécu ça, c'est en lien comme ça et tout ça. » Et le projet, il se met aussi en place grâce aux enfants. Et c'est les enfants qui vont aussi nous permettre de nous rassurer le fait de se lancer dans quelque chose qui est moins confortable qu'être dans le sol de sa classe avec la bonne température, à l'abri et ne pas devoir vaincre la météo. Merci, je pense que là ce sera une belle conclusion justement. Merci Eric et Geoffrey d'avoir été nos invités éclairés. Merci à vous. Dans cet épisode dédié à l'école du dehors, vous l'aurez compris. Donc on espère qu'à travers ce beau projet, on aura pu vous donner des clés pour mieux comprendre, enrichir, ou bien vous se lancer avec votre classe ou votre école dans un tel projet, ou dans le projet finalement que vous allez réaliser sur l'école du dehors. Pour aller encore plus loin, moi je vous rappelle que vous retrouverez quelques ressources dans le descriptif de l'épisode, dont un lien vers un dossier d'entrée libre, on fait un peu d'autopromo, qu'on avait fait l'année passée sur l'école du dehors, ou alors je peux vous conseiller le numéro de Symbiose, le magazine du réseau EID, qui avait consacré lui un numéro entier à la thématique, de quoi encore vachement alimenter les discussions et les réflexions. Merci à vous de nous suivre épisode après épisode dans l'heure de fourche. N'hésitez pas à partager l'épisode et à faire connaître ce podcast tout autour de vous et si vous l'avez apprécié bien sûr. On vous dit déjà à dans 15 jours pour un épisode qui vous dévoilera un peu plus ce qui se cache derrière la CSA, donc pour les conseiller au soutien et à l'accompagnement. Avant de nous séparer, rejoignez-nous sur les réseaux sociaux en cherchant CEGEC Enseignement Catholique ou l'heure de fourche podcast sur Instagram. Partagez ce podcast et n'oubliez pas de laisser votre avis sur votre plateforme d'écoute préférée. Merci pour votre écoute et à bientôt.